Il y a une question que beaucoup de personnes finissent par se poser, souvent tard, souvent après plusieurs déceptions, et presque toujours avec une pointe de découragement. Pourquoi est-ce que ça recommence? Pourquoi, malgré des visages différents, des contextes différents, des promesses nouvelles, l'histoire semble suivre le même scénario? Au début, tout paraît différent. Cette fois, on y croit. Cette fois, on se dit qu'on a changé, qu'on a appris, qu'on a été plus vigilant. Et pourtant, quelques mois ou quelques années plus tard, le même malaise réapparaît. Les mêmes tensions, les mêmes incompréhensions, la même sensation d'être à côté de soi dans la relation. Ce constat est troublant, parfois humiliant, souvent douloureux. Il donne l'impression d'être prisonnier d'un schéma invisible, comme si quelque chose se rejouait sans notre consentement. Dans la vie quotidienne, ce phénomène prend des formes très concrètes. Certaines personnes se rendent compte qu'elles tombent toujours amoureuses de partenaires émotionnellement indisponibles. D'autres attirent régulièrement des relations déséquilibrées, où elles donnent beaucoup et reçoivent peu. D'autres encore se retrouvent systématiquement avec des personnes dominantes, critiques ou au contraire très dépendantes. Dans le cercle amical ou professionnel, les mêmes dynamiques peuvent apparaître, être celui ou celle qui rassure, qui porte, qui s'adapte, ou à l'inverse, celui qui se sent constamment jugé, ignoré ou mis à l'écart. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la répétition des situations, mais la familiarité émotionnelle qu'elles provoquent. Il y a quelque chose de connu, presque de prévisible, même lorsque cela fait souffrir. La tentation est grande d'expliquer cette répétition par le hasard, par un manque de chance ou par une malédiction relationnelle. D'autres se tournent vers une explication plus sévère. Le problème, c'est moi. Cette conclusion, bien que fréquente, est rarement éclairante. Elle mélange culpabilité et impuissance sans réellement expliquer ce qui se passe. Pour comprendre pourquoi nous attirons toujours le même type de personnes, il faut déplacer le regard. Non pas vers une faute personnelle, mais vers les mécanismes psychologiques profonds qui orientent nos choix relationnels, souvent à notre insu. D'un point de vue psychologique, nos relations ne sont pas le fruit de décisions purement rationnelles. Nous aimons croire que nous choisissons nos partenaires sur la base de critères conscients, de valeurs partagées, de compatibilité objective. En réalité, une grande partie de l'attraction se joue à un niveau implicite, émotionnel, parfois même corporel. Le cerveau humain est une machine à reconnaître des patterns. Il cherche ce qui lui est familier, ce qu'il sait déjà interpréter, ce qui correspond à des modèles internes construits très tôt dans la vie. Ces modèles internes prennent racine dans l'enfance, à travers les premières relations significatives. La manière dont nous avons été regardés, écoutés, rassurés, ignorés ou critiqués façonne une sorte de carte émotionnelle du lien. Cette carte ne dit pas ce qui est bon ou mauvais en soi. Elle dit ce qui est normal, ce qui est attendu, ce qui est prévisible. Un enfant qui a grandi dans un environnement émotionnel stable peut développer l'idée que les relations sont globalement sûres, que l'amour n'a pas besoin d'être constamment mérité. À l'inverse, un enfant qui a connu l'inconstance, la distance, la critique ou l'imprévisibilité peut intégrer que le lien est quelque chose de fragile, qu'il faut surveiller, protéger ou conquérir. Ces apprentissages précoces ne disparaissent pas à l'âge adulte. Ils deviennent des schémas relationnels inconscients. Ils influencent ce qui attire notre attention, ce qui déclenche un sentiment de connexion, ce qui nous met en alerte. Ce point est essentiel. L'attraction n'est pas toujours un indicateur de compatibilité saine. Elle est souvent un indicateur de familiarité émotionnelle. Ce qui nous attire n'est pas nécessairement ce qui nous convient, mais ce qui résonne avec notre histoire. Prenons un exemple fréquent. Une personne qui a grandi avec des figures parentales émotionnellement distantes peut développer une hypersensibilité aux moindres signes d'attention. À l'âge adulte, elle peut se sentir intensément attirée par des partenaires eux-mêmes distants ou ambigus. Cette distance crée une tension émotionnelle qui active le système d'attachement. Chaque signe de rapprochement est vécu comme précieux, presque vital. La relation devient intense, chargée, mais aussi instable.
De l'extérieur, cela peut sembler illogique. De l'intérieur, cela est profondément cohérent. Le cerveau retrouve un terrain connu. Un autre exemple concerne les personnes qui ont appris très tôt à s'adapter aux besoins des autres. Elles ont grandi en mettant de côté leurs propres émotions pour maintenir l'harmonie ou éviter le conflit. À l'âge adulte, elles peuvent inconsciemment être attirées par des personnes qui prennent beaucoup de place, qui demandent, qui exigent. La relation reproduit un schéma familier. Être utile pour être aimé. Là encore, l'attirance n'est pas le fruit d'un choix conscient, mais d'une reconnaissance implicite. Ces schémas sont renforcés par un mécanisme cognitif bien documenté, le biais de confirmation. Une fois qu'un modèle relationnel est en place, le cerveau a tendance à remarquer et à interpréter les informations qui confirment ce modèle, tout en minimisant celles qui le contredisent. Une personne convaincue, au fond d'elle-même, que les relations finissent toujours par décevoir, sera plus attentive aux signes de déception, même subtils. Elle peut inconsciemment provoquer ou maintenir des situations qui valident cette croyance. Ce processus n'est pas volontaire, il fonctionne comme une prophétie autoréalisatrice alimentée par des attentes profondes. Il est important de distinguer le ressenti subjectif de la réalité psychologique. Le sentiment d'attirer toujours le même type de personne est réel, vécu, souvent douloureux. Mais cela ne signifie pas que l'univers envoie systématiquement les mêmes profils sur notre chemin. Cela signifie que notre attention, notre tolérance et notre investissement émotionnel se dirigent de manière préférentielle vers certains types de dynamiques. Beaucoup de relations potentielles ne commencent même jamais parce qu'elles ne déclenchent pas cette familiarité émotionnelle. Elles peuvent sembler fades, ennuyeuses, sans étincelle. Pourtant, elles sont parfois plus équilibrées. Une idée reçue fréquente consiste à penser qu'il suffit de changer de critères ou de faire de meilleurs choix. Cette vision simplifie excessivement le problème. Les schémas relationnels ne se modifient pas par simple décision consciente. Ils sont inscrits dans des circuits émotionnels et neurobiologiques profonds. Les neurosciences comportementales montrent que le cerveau associe certaines dynamiques relationnelles à des réponses neurochimiques spécifiques, notamment la libération de dopamine. L'incertitude, l'attente, le manque peuvent paradoxalement intensifier l'attachement. Cela explique pourquoi certaines relations instables sont vécues comme passionnelles, alors qu'elles génèrent beaucoup de souffrance. Les expériences passées, notamment les relations marquantes ou traumatisantes, peuvent également renforcer ces schémas. Une relation très intense, même douloureuse, laisse une empreinte émotionnelle forte. Le cerveau peut ensuite chercher inconsciemment à revivre cette intensité dans l'espoir de la réparer ou de la comprendre. Ce phénomène, parfois appelé répétition traumatique, ne signifie pas que l'on cherche consciemment la souffrance. Il traduit une tentative inconsciente de donner un sens à une expérience non intégrée. Dans les relations amicales et professionnelles, ces mécanismes fonctionnent de manière similaire. Certaines personnes se retrouvent systématiquement dans des rôles de soutien, d'écoute, de médiation, au détriment de leurs propres besoins. D'autres se sentent toujours évaluées, mises à l'épreuve, jamais tout à fait à la hauteur. Ces rôles ne sont pas attribués par hasard. Ils émergent de micro-interactions, de positions émotionnelles adoptées très tôt, qui signalent inconsciemment aux autres comment se comporter avec nous. Il est crucial de préciser que ces schémas ne définissent pas l'identité d'une personne. Ils sont des stratégies d'adaptation, pas des traits de caractère immuables. Ils se sont construits dans un contexte donné, souvent pour assurer une forme de sécurité émotionnelle à un moment de la vie. Le problème survient lorsqu'ils continuent à fonctionner de manière automatique sans être réévalués à la lumière des besoins actuels. La prise de conscience est une étape centrale, mais elle ne se résume pas à une simple compréhension intellectuelle. Beaucoup de personnes savent, rationnellement, qu'elles reproduisent des schémas. Ce savoir ne suffit pas à modifier l'attraction ou les réactions émotionnelles.
Ce qui change progressivement, c'est la capacité à observer ces schémas en action, à repérer les signaux précoces, à tolérer l'inconfort de relations moins familières émotionnellement. Cela implique souvent de traverser une phase déroutante. Lorsque les anciens schémas commencent à perdre de leur pouvoir, les nouvelles dynamiques peuvent sembler étranges, moins intenses, moins évidentes. Certaines personnes interprètent ce calme comme un manque de connexion alors qu'il s'agit parfois d'un attachement plus sécurisé. Cette transition demande du temps, de la patience et une certaine capacité à rester avec des émotions moins spectaculaires mais plus stables. Il est également important de déconstruire l'idée selon laquelle attirer toujours le même type de personne signifie que l'on est condamné à répéter les mêmes erreurs. Les schémas relationnels sont malléables. Ils évoluent lorsque l'on modifie la relation à soi, aux émotions et aux attentes implicites. Cette évolution n'est pas linéaire. Elle passe souvent par des prises de conscience progressives, des ajustements subtils et parfois des retours en arrière. Au fond, la question n'est pas seulement de savoir pourquoi vous attirez toujours le même type de personne, mais ce que ces attirances révèlent de votre histoire émotionnelle. Elles parlent de besoins anciens, de stratégies apprises, de manières de chercher la sécurité et la reconnaissance. Les comprendre ne consiste pas à s'en débarrasser brutalement, mais à les intégrer dans une vision plus large de soi. Lorsque l'on commence à voir ces schémas pour ce qu'ils sont, quelque chose se déplace. Le regard sur les relations passées devient moins accusateur, moins culpabilisant. Il devient plus explicatif. Et cette compréhension ouvre un espace nouveau, celui où l'attraction n'est plus le seul guide, où la familiarité émotionnelle n'est plus confondue avec la compatibilité, où les relations peuvent être choisies non seulement pour ce qu'elles réveillent, mais aussi pour ce qu'elles permettent de devenir. La réflexion qui demeure en arrière-plan est alors la suivante. Si ce qui m'attire aujourd'hui est le produit de mon passé, à quoi ressembleraient mes relations si je commençais à reconnaître cette influence, non pas pour la nier, mais pour ne plus la subir inconsciemment?